Bonsoir et merci d'être dans notre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk comme tous les jours. Nous sommes en compagnie de Kevin Aubin qui fait un tour sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Kevin, vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien? Miss, ça va et toi? Ça va. Très bien. Comme un mercredi? Exactement. Vous avez été, non, vous n'êtes pas reposé, vous étiez sur le plateau hier? Oui, comme un mercredi, comme un lendemain de jour férié où on travaille. C'est ça, c'est ça. Je suis toujours très heureux quand Isabelle Vauvor nous rejoint. Bonsoir Isabelle. Salut Brice, salut la team, salut à vous. Aujourd'hui vous êtes en Louga François. Non, Léopard. À Mobutu? Non, hein. Un Swaro. Arrêtez. Non mais sérieux, j'adore mon imprimé franchement et ça me va bien. C'est imprimé Panthère. Oui, Léopard. voilà, Léopard, Panthère. Oui. Cynthia, qui est l'assistante styliste, lui a dit qu'il y avait une tenue pour elle au dressing. Elle est montée, elle dit que la robe n'est pas jolie, elle préfère garder sa tenue. Kevin, c'est une balance. Tout Arrêtez, le à un monde moment sait. donné. Non, Tout mais le faut monde sait, arrêter. Mololo. Non, Kevin, t'es pas tout même. Faut tout dire aux téléspectateurs. Élisée Boloukou, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais très bien. Vous dites bonsoir à quelle ville de Côte d'Ivoire aujourd'hui? J'ai dit bonsoir à la ville de Bouna. De Bouna. Ouais. Pourquoi particulièrement Bouna? Bouna parce que c'est une ville qui est à l'extrême nord et nord-est, disons, non loin du Burkina Faso. Et c'est une zone qui, il y a quelques mois en arrière, a été plus ou moins... Bon, des départements de cette ville-là ont été victimes de terrorisme. Donc j'ai une pensée pour ces populations-là. Très bien. Et elles nous suivent, elles nous soutiennent et je voudrais en tout cas les saluer. Merci Élisée, vraiment, merci. Ouais. Vraiment, oui. Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Non, C'était une vraie chronique. C'était une chronique. Mais on me demande pas je salue qui aussi. c'est pas utile. Bah voilà. Ok, non, en fait, j'étais juste en train de voir Élisée en train de s'en prendre à vous, mais au basket, l'intention vaut l'acte. Mais en fait, Élisée, à propos de Bouna, la nuance, c'est que c'est des véhicules incendiés. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire pour évoquer la piste terroriste. Mais en tout cas, ça a été évoqué, mais ce n'est pas encore confirmé. Non, pas pour les véhicules même. C'est la région, par exemple, de Tougbo et puis non loin de Kafolo. C'est vrai, Kafolo, c'est dans le Tchélogo, mais Tougbo avait été le théâtre d'une attaque terroriste à l'époque, Très bien. qui avait été déjouée par la suite. C'est important que vous Donc précisiez. voilà, c'est juste en référence à cette Daouda, quelle ville pour vous? Mais vraisemblablement, ce sera Boaké. Boaké, là où je suis né, Boaké, où tout a commencé. Non, ça va, ne Donc- pleurez pas, ne pleurez donc pas, je- ne pleurez je pas, salue- Daouda. chronique, Ne c'est une pleurez pas, chronique, ça. ne pleurez pas, parler de Boaké, Je Daouda ne peut peux pas pleurer. pleurer. Ah. Je salue ma maman qui est à Boaké, je salue Petit Silla, je salue Mais on a dit quelle ville, on n'a pas Sam dit. Paiter, je salue Non, on va pas tous faire le ceux tour de Boaké. qui sont à Au bout d'un Boaké, moment, tous les Odénékas de Boaké, tant pis pour les jaloux. C'est En vrai, Ougolais, il y a Tant pis pour les Jas- jaloux. Tant pis pour les jaloux. Il a créé un autre mot en plus d'être jaloux. Non, il a choisi son camp. Il tant pis pour les jaloux. C'est en anglais, les jaloux. Je salue Petit Mais en Silla. fait, regardez les amis de Daouda. Petit Silla, Silla. Vieux Madou, Sam Paiter. Sam Paiter. Voilà. On voit quel genre de relation vous avez. Rihanna, bonsoir, comment allez-vous? Vous dites bonsoir à quelle ville, vous? Non, j'ai pas envie de saluer une ville de la Côte d'Ivoire pour le coup. J'ai bien envie de saluer tous ceux qui nous regardent en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai qu'on a une communauté beaucoup plus large que la communauté ivoirienne. Donc un petit coucou à tous ceux-là qui nous suivent Toi, fidèlement. tu commences à Eh, m'inquiéter. la benguiste. Tu m'inquiètes. Tu voulais dire bonjour. Yeah. Donc finalement, on n'est pas dit bonjour. Mais pourquoi Isabelle, vous dites bonjour à quelle ville de Côte d'Ivoire? Moi, je dirais bonjour à Bangourou. Voilà. Hier, Ouais. ils ont célébré en fait la fête de la paix. Voilà, avec le ministre-gouverneur Abinon Kwaku Pascal. Donc, coucou à ceux qui sont à Bangourou. Tu me dis quoi? Isabelle. Non, mais attendez, on me demande ma ville. Je dis la ville Non, mais que là, je salue. sinon les festivités officielles de la fête de la paix ont eu lieu C'est à ça, Togo. Oui, je avec sais, le Premier mais ça ministre. a été éclaté à tous tout, les et deux. ça Ça a lui été reste éclaté. Et il y a une phrase qui est culte sur le plateau, c'est tant pis pour les jaloux. Voilà, tant pis pour les jaloux. Voilà. Tant pis pour les jaloux. Obligatoirement une ville de la Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Bah, je salue la ville de. Le village de mon grand-père. Le déraciné. Eh, village dont tu ne connais pas. Bundiali. Bundiali. Ça, c'est ma T'as grand-mère, réfléchi, Bundiali. oh, Ouais. Bundiali. Je salue la ville de Bundiali. Non, qui pour nous ton regarde. grand-père, tu as laissé en fait. Oui, nous regarde beaucoup. Daouda, tu n'as pas le vent en poupe là-bas, ils t'apprécient pas. Mais voilà. Mais ils apprécient l'émission. Très bien, Non, mais je merci. sais qu'à Boaké, on ne t'aime pas aussi, t'inquiète pas. C'est réciproque. Bon, nous on dit bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Merci de nous regarder, merci de regarder Live TV. Petit tour comme ça pour dire à tous nos téléspectateurs qu'on sait qu'ils sont partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur, qui nous regardent tous les soirs, qui nous regardent tous les jours Live TV. Notre façon de vous dire qu'on vous aime et que vous êtes dans nos cœurs pour toujours. Et chaque jour, nous travaillons à vous apporter le meilleur sur cette chaîne de télé. C'est marqué du sceau justement de votre fidélité qu'on vous propose. C'est qu'il y a de mieux. Moi, je dis bonsoir à Diego Nefla. Je sais pas, c'est un nom qui est Diego Nefla. C'est où?
C'est pas trop le Goïta Fla. C'est chez les gourous. Oui, c'est Diego Nefla. Voilà. Juste Diego. Vous n'avez pas salué le Côte d'Ivoire, c'est vous qui demandez c'est où. Je me soucie de cette femme. Bon, les amis, ce soir sur le plateau, on aura Monsieur Tikenja Fakoli. Ouais, ça Ah, va je m'attendais à ouvrir les musique, ouais. frontières. Je promets que même moi, je m'attendais à... Ah, quand même, on vous a quand servi même. quelque chose. Il sera sur notre plateau ce soir. On parlera d'engagement, on parlera de musique. Tikenja Fakoli. Ça, moi, tu connais? Oui. On a tout compris. Ouais, je pense aussi. Merci Maï, merci. Maï Mike qui assure donc l'édito de cette émission me dit tiens, ça devait faire autre chose. Ouais, ça va. Je vous expliquerai ça un autre jour quand vous serez plus grand. Notre grande révision, la grande révision de ce soir, eh bien, c'est c'est un retour, un grand retour. Quelqu'un me disait dans ma tête, ouvrez vos gosiers, regardez. Lyon. Destination, madame? Abidjan. Sacripité, sacripita. La chose de ça. Alors, c'est pour poser question? Quelqu'un a pu dire à un moment de sa carrière, Champi, ça tremble. C'est ça, franchement. C'est la Kelempi. Bah oui, C'est la championne. C'est pas les hauts, les A. Non, mais là, comme ça, je sens la concurrence frémir et tomber dans une fébrilité déconcertante. Kevin. Kevin. Ça vous pose la question? Allô? Notre coach Caviar sera de retour sur les plateaux de Live TV. Elle a même dit Destination Abidjan et Live TV, précisément. Très, très bientôt. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je serai obligé de vous tuer. Une expression bien connue. Hein. Ouais. Je sais, je me tourne De vers vous. l'espionnage. Ah, tiens, vous savez ça, Daouda. Il y a des moments où vous me surprenez. Alors, Caviar sera très, très bientôt sur Live TV. Donc, gardez vos téléphones parce que ça va crépiter. Et c'est pour le bonheur de tous les téléspectateurs, tous les internautes d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous majeur à noter quelque part dans vos agendas. Regardez bien à côté de vos cœurs. On va au Qatar, les amis, avec notre image du jour. Allons au Qatar. C'est la vidéo que je vous propose de regarder maintenant. Très bien. Voilà, donc allons au Qatar. C'est un... Attendez, j'ai un ballon de foot qui arrive. Parce qu'on va parler quand même de foot quand même sur ce plateau. Top là. Kevin, après on fera un truc tout à l'heure. Oh. Non, Kevin, c'est un rateur de pénalty. Veuillez mettre le SAMU en alerte. Parce que je l'ai vu jongler. Kevin, Donc, vous c'est la savez catastrophe. pas jongler? Mais si! Kevin, venez. Moi, je suis comme moi. Kevin, venez jongler. Allez, Kevin. Venez jongler. On organise Kevin, ça tout de je suite. crois Là. en Venez toi. jongler. Mais on Ne continue en fait pas comme mon visage. Faites 3. On parle de Coupe du Monde tout à l'heure. 3. Ouais, 3. Aïe, 3, c'est quoi? Il peut faire beaucoup. Ouais. Attends. Alors. 1, 2, 3. Je l'ai vu jongler, mais c'est la catastrophe. C'est un moment qui va rester dans la tête des téléspectateurs. Bon, on parle un tout petit peu du Qatar, donc Coupe du Monde en ce moment. Bon, c'est la vidéo qui annonce l'événement.
Ouais, c'est ça, totalement. Après, bon, c'est une très belle vidéo, mais il y a une autre vidéo justement qui a été postée il y a 3 jours, qui a interloqué justement l'opinion publique. On pouvait y voir une cohorte de supporters avec des maillots français, portugais, brésiliens. Et les journalistes sportifs sur place ont parlé de faux supporters payés par le Qatar pour justement faire croire à une grande effervescence et une euphorie de la part des supporters étrangers, alors qu'en réalité, il s'agirait de supporters indiens et qataris. Voilà, donc ça a suscité une grosse polémique dans le monde sportif et même chez les férus de sport. C'est bizarre, j'entendais sur ce plateau-là, non pas sur ce plateau, je présentais un événement où il y avait le ministre Amichia qui évoquait la possibilité que des supporters ivoiriens, je pense même pendant la CAN, puissent être des... En fait, moi, je suis volontaire pour le COCAN. Volontaire, COCAN. Et donc, dans le cadre de la CAN que nous allons organiser ici, des Ivoiriens seront chargés de soutenir des équipes qui viennent de l'étranger, puisque forcément, ils n'auront pas de supporters pour remplir les stades. Donc, il y a des gens, par exemple, si des gens qui viennent du Burkina, ils doivent jouer à San Pedro, c'est forcément des Ivoiriens qui vont les soutenir. Ça peut être des Sierra Leone, ça peut être des gens de n'importe quel pays. Donc, pour moi... On peut se porter volontaire pour soutenir un pays. Donc, pour moi, quand tu parles de faux supporters, en même temps, on voit tout l'armada médiatique que les Occidentaux sortent concernant la Coupe d'Afrique au Qatar, en fait. Donc, la Coupe du Monde, voilà. Il faut arrêter à un moment donné, en fait, quoi. C'est très bien. Non, mais je crois qu'il faut arrêter à un moment donné. Il n'y avait pas de meilleure transition. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Ben, moi, je pense que, sans vouloir vraiment accuser qui que ce soit, hein, je crois que c'est des articles de presse pour moi qui sont un peu, qui s'inscrivent dans une dynamique, en fait, de toujours susciter ce complot, tout ce qui va autour de... Parce qu'il faut aussi le faire savoir. La Coupe du Monde organisée par le Qatar, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça ne fait pas forcément plaisir. Et de sous. Ça ne fait pas forcément plaisir à bon nombre de personnes. D'ailleurs, parce que certains estiment que cela a été le fruit d'une corruption de l'instance de la FIFA. Certains disent clairement que cette coupe a été achetée. Voilà, avant cette Coupe du Monde-là. Ce d'autant plus que les Coupes du Monde, on le sait, se jouent en été. Mais exceptionnellement pour le Qatar, on le joue en décembre, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc les uns et les autres ont trouvé une part belle vraiment qui était faite, une faveur qui était faite au Qatar et on trouvait que ce n'était pas normal. Et je crois que ces gens d'articles-là vont un peu dans le sens de ces personnes-là. Mais ça, ce n'est pas une première. On a toujours vu que chaque fois qu'il y a eu des compétitions telles que la Coupe du Monde, dans des pays, des natifs de ces pays-là ont été encouragés à soutenir des pays étrangers qui sont venus participer à la compétition. Donc je me dis que ce soit des supporters qataris ou des supporters indiens, mais qui soient vêtus de maillots portugais ou français. En 2006, on a vu des ressortissants d'autres pays qui soutaient la Côte d'Ivoire, qui avaient les maillots de Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, en Allemagne. Mais dernièrement, au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui supportaient la Côte d'Ivoire au Cameroun? Après, bon, le buzz s'est créé. Bon, ça avant Kevin éventuellement. Ouais, moi, je suis vraiment pour le spectacle. Donc, vrai supporter ou faux supporter, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est la performance des différentes équipes et le spectacle autour. Parce que finalement, ceux qui payent pour aller dans ces stades, ils y vont vraiment pour ce spectacle, ces souvenirs et tout ça qui sont créés, cette effervescence. Donc, même des faux supporters, si ça contribue à créer cette effervescence, oui, avec des amis, on est allé regarder des matchs en Allemagne. Juste pour la bière, pour l'ambiance. On ne connaissait aucune des équipes qui jouaient. C'était pour le spectacle, pour l'ambiance. Ouais. D'ailleurs, on a vu pendant la Covid qu'il y avait la possibilité même de remplir des stades de façon virtuelle, avec même des cris virtuels. La technologie permettait beaucoup de choses. Oui, d'accord, mais en fait, Brice, là, c'est différent. Là, tu parles de l'Allemagne. On parle là du Qatar, qui est un pays assez spécial, on ne va pas se mentir. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes politiques et même des célébrités qui ont désavoué la Coupe du Monde au Qatar. En France, par exemple, les maires de Paris, de Lille, de Strasbourg ou même de Lyon ont décidé de ne pas diffuser les matchs de la Coupe du Monde au Qatar dans des grands écrans, ce qu'on appelle généralement des fan zones. Voilà, il n'y aura pas de fan zone dans ces villes-là parce que ces maires-là dénoncent la teneur de la Coupe du Monde au Qatar. Les droits des femmes sont totalement inexistants là-bas. Les conditions de travail désastreuses. Les ouvriers qui ont travaillé sur la construction des stades, dont la majorité sont des immigrés, vivent dans une promiscuité honteuse. Ils sont souvent 8 dans une chambre de 15 mètres carrés. Daouda, on a vu une vidéo tout à l'heure avant l'émission. Voilà, l'Organisation internationale du travail parle de 50 personnes décédées sur les chantiers et il y a plus de 6000 personnes qui ont été victimes de blessures et qui n'ont pas été prises en charge. Donc c'est un pays qui est assez spécial. Donc moi, je comprends qu'on puisse boycotter la Coupe du Monde au Qatar, quoi.
Bon, moi, Chacun ses choix, vous direz, Daouda? non, chacun ses choix, mais je vais dire aujourd'hui, dit que oui, les gens sont à 8. J'ai vu le reportage avec lui, évidemment, mais on a combien d'Ivoiriens, combien d'Africains qui vivent en France? 8, 9 dans un 10 mètres ou 15 mètres carrés. Donc, franchement. T'es sérieux? Oui, je suis très sérieux. Oui, Mais là, on te parle de travailleurs. Non, mais- là, oui, de travailleurs je veux dire, certains évoquent, pour faire une comparaison parfaite, enfin quasi parfaite, pour dire, on aurait pu dire également que certains de nos frères africains ont construit des monuments en France, ils sont morts pendant la construction de ces monuments, donc du coup, ça ne nous donne pas la possibilité de boycotter les actions françaises. Parce qu'en fait, la vérité, je voulais terminer, si tu permets. Voilà, parce qu'à la vérité, aujourd'hui, les gens sont en train de boycotter les Qatar. Pourquoi? À cause, en fait, de leurs lois, de leurs pratiques. Tu parlais de la condition des femmes. Mais qu'on le veuille ou non, le Qatar, c'est un pays musulman. Et leur constitution, c'est la loi islamique, en fait, qui est la charia. Et même à cause de cela, justement, Hugo Loris, il y a une polémique qui s'est créée en France où des gens, il y a des problèmes contre la communauté LGBT. Donc, du coup, il y a un gros tollé qui s'est créé là-bas. Mais le capitaine des Français a décidé, par exemple, de ne pas porter le brassard LGBT. Parce qu'il a estimé que chez nous, nous Français, on est les premiers à dire aux gens, non, quand vous venez chez nous, respectez respectez nos règles. Donc, comment je vais chez eux, je respecte toutes les règles. C'est aussi simple que bonjour. Non, mais mieux, Daouda, je pense qu'il est important qu'on apporte des précisions sur ce que vous venez d'évoquer. C'est pas tout à fait juste. Mais c'est pas qu'est-ce qui est juste? C'est pas tout à fait juste. Non, mais c'est une interprétation que vous faites. Non. Mais faut pas l'affirmer, en fait. Bon, Non, vas-y. Non, ce qui est juste, c'est que Hugo Loris, à son corps défendant, a décidé de ne pas porter le brassard LGBT. À son corps défendant, ce n'est pas parce qu'il est d'accord avec ce qui se passe au Qatar. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà, c'est à son corps défendant qu'il Mais est obligé de... moi, j'ai dit qu'il était Non, d'accord. mais attends, laisse finir. Mais il a dit, et ça nous tous on l'a entendu dans sa conférence de presse, que quelque chose sera fait. Il n'a pas dit quoi, mais il a dit que quelque chose sera fait. Mais à son corps défendant, il ne pourra pas porter ce brassard-là parce que... Bon, alors, du coup, comme on a dit, hein, ce sont des interprétations, des commentaires. On aura l'occasion d'apporter des précisions. Une chose est sûre, Kevin, pour terminer avec vous. Non, juste pour revenir, Daouda parlait du fait que le Qatar soit un pays musulman. Il y a des pays musulmans qui ne pratiquent pas la charia. Il y a des pays musulmans dans lesquels les droits des femmes sont totalement respectés, dont la Tunisie ou encore le Maroc. Donc, ce n'est pas parce que c'est un pays musulman. Hein. Je pense pas que... Mesdames, vous êtes concernés par la Coupe du Monde? Moi, je ne suis pas très fan de sport. Très bien, donc, très bien. Ça reste quand même un événement, je veux dire, qui est mondial. Donc Très bien, je vous donne une adresse. Vous pouvez regarder les 64 matchs de la Coupe du Monde sur Supersport. Voilà. Très bien. Merci, Brice. Allez, les amis, l'image du jour, c'est Donald Trump. Trump is back. L'ancien président républicain a annoncé donc son intention de concourir pour la 3e fois à l'élection suprême lors d'une cérémonie dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence en Floride. Ça vous surprend? Non, ça me surprend absolument pas. Quand Trump a perdu les élections face à Joe Biden... Il a eu mauvaise. Hein, voilà, il a dit que justement les élections étaient totalement galvaudées et que le verdict final a été encore une fois galvaudé. Donc il n'a pas reconnu la victoire de Trump, donc ça ne m'étonne pas du tout. C'est un homme qui est assoiffé de pouvoir. On savait pertinemment qu'il reviendrait en 2024, enfin qu'il reviendra en tant que candidat. Mais la tâche s'annonce assez ardue pour Trump parce que déjà récemment il y a ce qu'on appelle les midterms, donc les élections, les mi-mandats aux États-Unis, et Trump parlait d'une vague rouge justement pour dire en fait que les élections sénatoriales allaient être totalement gagnées par son parti. Justement les républicains, chose qui n'a pas été le cas. Le Sénat est encore majoritairement démocrate, à 2 places près, mais ça n'en reste pas moins démocrate. Donc voilà, et puis pour justement être président en 2024, il faudrait passer par les primaires. Or, le nouveau sénateur de la Floride, qui est un sénateur républicain, a vraiment le vent en poupe et il est vraiment pressenti pour remporter les primaires en 2024 face à Trump. C'est un feuilleton en rebondissement qui s'annonce pour les prochaines élections. Oui, surtout que Trump, depuis même, je veux dire, sa défaite, j'ai envie de dire, aux élections, son départ, si tu veux. Mais c'est un peu une défaite aussi, un petit goût de défaite quand même, puisqu'il a encore ce sentiment de revanche. Mais lui-même ne fait plus l'unanimité, je vais y arriver, au sein des
j'ai envie de dire, des républicains, de ceux qui étaient vraiment derrière lui et tout ça. Donc, c'est compliqué. Si ceux mêmes qui l'accompagnaient ne croient plus en lui, je me demande combien de personnes vont croire en lui. Est-ce qu'il peut vraiment relever ce défi tout seul? En tout cas, il revient avec une vraie fougue, une vraie hargne. Et puis, on connaît Trump quand même, il s'entête très vite. Vous dites une vraie fougue, une vraie hargne et surtout, un vrai moyen, Élisée. Mais bien sûr, Donald Trump, effectivement, tout le monde sait, c'est l'un des milliardaires américains, des fortunés américains. Mais moi, je veux réagir au-delà c'est son droit, hein, d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est le droit de Donald Trump de vouloir être président des États-Unis. C'est son droit le plus absolu. Mais j'estime pour ma part que Donald Trump peut-être aura contre lui, non pas forcément l'opinion américaine en tant que telle, mais les actes qui ont suivi son départ du pouvoir ou qui ont conduit à son départ du pouvoir. C'est ce qui pourrait être, pour moi, un handicap pour lui. Parce que c'est sous Donald Trump, ou du moins avec son élection contestée, que le Congrès américain a été pris d'assaut par des Américains, ce qui n'avait jamais existé dans l'histoire des États-Unis. Le Congrès américain, c'est le symbole de la liberté. Et on sait tout ce qui s'est passé là-bas. Et c'est des choses qui restent gravées dans la mémoire de bon nombre d'Américains comme une des pages noires de leur histoire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui, pour moi, pourrait être vraiment milité contre, l'un des points majeurs, pas seulement ça, mais l'un des points majeurs qui pourrait militer contre le retour de Donald Trump au pouvoir. Parce que vraiment, c'est une page que les Américains, jusqu'à aujourd'hui, regrettent fortement dans leur histoire. En plus de ça, en fait, sa déclaration de candidature intervient à un moment où, comme Élisée disait, il est en maille avec la justice. En plus de l'insurrection sur le Capitole, il y a aussi assez de documents classifiés que Donald Trump a envoyés chez lui, a amenés chez lui à la maison, en fait. Et là, même, ces actions pourraient aboutir à sa mise en accusation. Donc, techniquement, oui, il a déclaré qu'il est candidat, mais est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout de cela? Est-ce qu'il sera éligible? Ouais. Voilà, vu tout ce qui le suit en tant que procès judiciaire. Quand il affirme d'ailleurs que tout le système est contre lui, après, ça ne lui laisse pas beaucoup de chance. En même temps, ça, c'est le propre de Donald Trump. Les journalistes sont contre lui, le système est contre lui, tout le monde est contre lui. Il est aussi épinglé pour malversation financière, en plus de l'invasion du Capitole par ses partisans et des dossiers classés. Qu'il a envoyé chez lui, Isabelle? Non, mais Trump, en fait, il vient sur le terrain, il casse les codes, il a sa fougue, il vit son rêve américain. C'est vrai qu'il peut aller avec un certain handicap, mais at the end of the day, je veux dire, même à 2 mois des élections, on peut changer la tendance. Donc, moi, en tout cas, je crois au fait que... En tout cas, aux États-Unis, tout est possible. Jusqu'au bout. Oui, tout est possible. Mais après, moi, j'ai un petit doute quand même sur les motivations qui accompagnent cette candidature. Oui, parce que déjà, on a déjà ce sentiment de revanche qui se lie de façon très ouverte. Mais on a aussi dans sa déclaration vraiment comment il dépeint cette image plutôt utopique, moi, je dirais, de ce que serait cette Amérique de retour avec lui. Et en fait, il fait, si vous voulez, il crache un peu sur le mandat de Joe Biden, donc il le succède. Il crache beaucoup même. Il crache, voilà. Et donc il prend des contextes extérieurs qui ont impacté les États-Unis pour en faire un bilan du mandat de Joe Biden sans vraiment en retenir tout ce qui est positif. C'est le jeu politique. C'est le jeu politique, mais exacerbé. Et ça, mais non, mais ça manque. Franchement, ça manque de franchise et c'est carrément hypocrite. C'est un jeu politique qui est limite enfantin parce que je veux dire tout le monde est conscient quand même de ce qui se passe aux États-Unis. En politique, tous les coups sont permis selon ses valeurs. Dans le monde, oui, tous les coups sont permis. Après, on a le droit de les analyser et d'en déduire, en tout cas, je veux dire, le bon visage de celui qui crache comme ça sur son concurrent. Pour la suite, les amis, ce sont des chiffres plutôt alarmants. Je passe à un autre sujet, vous l'avez noté. Des chiffres plutôt alarmants. Eh bien, selon une étude du ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, eh bien 81%, et ça fait peur, hein, 81% des établissements sanitaires privés en Côte d'Ivoire exercent dans l'illégalité. Nous recevions donc, il y a quelques jours, sur notre plateau, notre invitée, donc, qui était directrice, qui conduisait la campagne Zéro clinique illégale en 2025. Et justement, les chiffres viennent justifier un tout petit peu la campagne de sensibilisation dénommée Zéro clinique illégale. Mais 81% quand même, c'est choquant. C'est choquant. Non, c'est choquant quand on sait que la santé, c'est la vie et qu'on traite en fait tous les malades qui ont besoin de soins, en tout cas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, dans le rapport, on voit qu'il y a seulement 280 établissements qui sont en règle. Donc la campagne est venue vraiment à point nommé et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir rentrer dans une phase de régularité en fait, de toutes ces cliniques qui sont dans l'illégalité, clairement. Très bien. Alors justement, Madame la directrice qui était sur le plateau la dernière fois,
Voilà, c'est ça, nuancer en disant qu'effectivement, il y a des cliniques qui n'ont pas renouvelé certains de leurs documents, mais qui étaient dans les normes, en règle, mais qui avaient juste besoin d'un certain renouvellement. À côté de ça, il y avait des cliniques, comme on voit sur les images, qui ont vraiment besoin d'être mises au pas. Si tu n'as pas renouvelé tes papiers, tu n'es pas en règle. Moi, j'ai eu ma visite technique. Si je n'ai pas renouvelé la visite technique, je ne suis pas en règle. C'est ce que ça veut dire. Donc, ces établissements ne sont pas en règle. Je pense que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est déjà très bien pour l'État de prendre les taureaux par les cornes. 280 établissements qui soient autorisés, qui soient en règle. Je me dis, même si je vais sur Abidjan, il y a certainement des cliniques même qui peuvent être des cliniques de renom qui ne sont pas en règle, parce que 280 établissements, quand tu regardes sur Abidjan, on en a largement plus que ça, on en a des milliers d'établissements ici. Donc c'est dit même qu'il y a un bon nombre qui ne sont même pas en règle. Et je crois que ou du moins pas que je crois, mais j'espère que cette volonté affichée des gouvernants ira jusqu'à son terme, que vraiment on aille jusqu'au bout pour que ces établissements puissent se mettre en règle. Et pour moi, il serait bien qu'on rende public la liste des établissements en règle et la liste des établissements qui ne sont pas en règle. Ils doivent même pas pour que les Ivoiriens, désormais, sachent vers qui aller. Parce que j'estime pour ma part que celui qui est en règle, c'est celui qui paie les impôts, en réalité. Donc, c'est celui qui contribue à la richesse du pays. Donc, celui-là mérite qu'on aille vers lui pour qu'on puisse, contribuer au fait qu'il contribue à la taxe nationale. Donc, c'est important pour moi. Il faut vraiment que ce processus-là aille jusqu'à son terme, qu'on ne se limite pas juste à mentionner le fait qu'il y a des cliniques qui ne sont pas en règle, mais qu'on prenne toutes les décisions qu'il faut pour que cette tendance-là soit inversée et que désormais on se retrouve avec plus de 80% qui sont en règle et moins de 20 qui sont en règle. C'est un vœu et que partage justement le docteur Marie-Joseph Biti, directrice donc, des établissements privés et des professions sanitaires, qui était sur notre plateau, je le disais, mais qui a affirmé qu'il y a des étapes. Il y a une première étape qui était une étape de recensement de ces établissements, une seconde étape qui permettrait donc à ces établissements-là de se mettre en conformité et en règle, et il y a une troisième étape qui allait être une étape de répression, de coercition. Donc, et c'est ce que moi j'avais apprécié dans la démarche, c'est vraiment on a un processus qui est clairement défini, on sent que c'est un projet qui a quand même clairement été étudié, qui est bien chronométré, qui suit un calendrier. Et donc, moi, ça m'a permis quand même de rester assez optimiste sur ce process, quoi. Très bien. Moi, en tout cas, si demain je me rends dans une clinique, je sais la première question que je vais poser. Bonjour docteur, êtes-vous en règle? Mais c'est très bien ce que je dis. Parce que est-ce qu'on a la possibilité, nous, de vérifier Surtout pour nous. Mais si tu as dit oui. Puis-je vérifier? Non, mais justement, parce que c'est pour ça ce que Élisée disait, voilà, il faut publier en fait la liste de tous les établissements qui sont en règle, comme ça au moins on sait que la clinique qu'on va fréquenter, elle est en règle ou pas. Ça, c'est parce que vous avez dans votre schéma décidé de venir, bonjour, et quand vous arrivez comme ça, oui, c'est vrai que vous pensez quand vous demandez au docteur pour me si je soigner suis mourant, règle ou pas? Mais Brice, on peut faire comme dans les restaurants. Oui, c'est ça. Les restaurants d'un certain niveau, généralement, ils ont des macarons de la brigade. C'est prévu Voilà. dans le processus que comme pour les pharmacies, il y aura donc, au niveau des cliniques des insignes qui vous pourrez. Mais pour l'instant, là, quand vous allez, soignez-vous. Est-ce que vous pouvez me soigner? Après, vous allez poser la question quand vous êtes en forme en sortant. J'espère que vous êtes en règle, hein, vous. Mais bon, après, il faut surtout rappeler les uns aux uns aux autres leur responsabilité, comme il est important d'évoluer dans la légalité. Et ça, c'est notre rôle aussi. Bon, il y a une bonne nouvelle pour la suite, pour la prochaine information. Pour nos amis d'Abobo Yopougon, c'est la mise à disposition de nouveaux BACA aux transporteurs à partir du 1er décembre 2022. Ça va faire plaisir, ça, Daouda. Oui, bien sûr. Nos gars d'Abobo et de Yopougon, en fait, le ministre a eu une cérémonie là-bas où le ministre Amadou Kounoui a dit qu'il y a des nouveaux minibus qu'on appelle BACA du district. Voilà. Qui seront bientôt mis à la disposition des transporteurs d'Abobo et de Yopougon. En fait, c'est la phase pilote qui commence avec ces deux communes. Ça va s'étendre à d'autres communes, en fait. Et dans le cadre ça s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Très bien. Mais il a un triple objectif. Et moi, j'ai une question. Mise à disposition, ça veut dire quoi? Donc, quand il dit mise à disposition, ce n'est pas cadeau, on paye, mais ça sera vraiment à moins de coûts. Parce que techniquement, quand tu dois payer un mini-car, ou bien qu'on appelle BACA, à l'étranger, pour le faire venir dédouaner, c'est plus cher. Donc, le processus est tellement long. Et donc, si vous avez remarqué, il y a un certain temps, le Premier ministre avait inauguré à la Sotra, qui fabrique aujourd'hui des minibus ici, made in Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour, comment on appelle ça, inciter les Ivoiriens à aller vers du made in Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier objectif. Et contribuer au renouvellement du parc automobile. Il y a ça, mais il y a aussi pour lutter
contre les émissions de CO2. Puisque aujourd'hui on parle de COP, on parle de la planète, d'environnement. Jusqu'où... On n'en parle depuis 1980. Oui, je sais, mais aujourd'hui on est dans un débat où aujourd'hui, quand tu regardes nos véhicules, chaque fois on se plaint à tout moment des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on a des véhicules neufs, ça va nous aider aussi. Donc il faut vider tous les mauvais baka, les mauvais ororo de la route. Donc, selon le ministère de, qu'on appelle ça, les transports. C'est juste plus sécurisé. Voilà. Ils disent que ça ne va pas s'étendre, ça va pas rester seulement à Yopougon, mais au-delà des Baka, ils vont aller vers les Woro. Parce que si vous vous rappelez, ils ont fait ça à Cocody avec des taxis, des nouveaux taxis Communaux. Voilà. Communaux. Ouais, je cherchais, ça va sortir. Donc, après Cocody, ils vont aller comment on appelle ça, à Koumassi, mais ça ne va pas rester seulement qu'à Abidjan, ils vont aussi aller à l'intérieur du pays pour que tous les vieux Baka, les Badjans et autres qui sont encore en circulation puissent quitter la circulation pour sauver des vies. Et que les personnes qui conduisent ces Baka soient en règle, recyclées et tout ça. Très bien, merci. Mais quand même, le renouvellement du parc auto, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Moi, j'ai déjà entendu parler de cette initiative. C'est bien que ça démarre quelque part, mais après, combien de temps est-ce que... Démarré, hein. Oui, mais combien de temps est-ce que ça va prendre pour renouveler tout le parc auto au sein de la Côte d'Ivoire? Les véhicules sont mis à disposition quand il explique, donc ça veut dire que ça a un coût. Quand on prend par exemple le cas des Woro, est-ce qu'ils ont le moyen d'acheter et de renouveler? Est-ce qu'eux-mêmes estiment la nécessité de renouveler leurs véhicules quand on voit je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un taxi compteur là, je ne sais pas si je peux dire, on appelle ça taxi ivoire, où ils ont donné à des gens, mais c'était un peu, en fait, en location-vente. En leasing. Voilà, c'est un peu ça. On leur donne. Avec des modalités. Voilà, des modalités en fait. Donc, c'est pour permettre à tout le monde d'avoir ces voitures-là. Tu roules, tu payes un peu, tu roules, tu payes un peu, jusqu'à ce que, quand tu finis de payer, ça devienne pour toi en fait. Enfin, c'est bien, mais je ne sais pas, je m'inquiète un peu sur la faisabilité. Dans la vie, il faut quelqu'un comme vous pour s'inquiéter. Voilà. Après, ça permet justement d'équilibrer un peu les points de vue pour ne pas tomber dans une forme de satisfaction payante. C'est ça, exactement. Merci. Bon, Élisée, avec vous, on part rapidement ce soir des programmes pour la vie de la nation, le programme des filets sociaux. On a 3 minutes et 45 secondes pour en parler. Je suis sûr que vous en êtes capable. Je vais tenter le pari. Effectivement, comme vous l'avez dit, pour ce qui concerne la vie de la nation ce soir, nous allons aborder le programme des filets sociaux productifs, qui pour moi est une alternative dans la lutte contre l'extrême pauvreté. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la redistribution des fruits de la croissance. Donc, dans ce cadre-là, le gouvernement a initié ce programme-là en partenariat technique et financier avec la Banque mondiale. Ce programme consiste à quoi? Le programme consiste à octroyer sur 3 ans des primes trimestrielles de 36 000 francs à des familles jugées vulnérables, des ménages qui sont très vulnérables, qui reçoivent chaque 3 mois 36 000 francs CFA. Et ça, c'est sur une période de 3 ans. Le programme, avec la phase d'extension, parce que c'est vrai, ça avait une phase pilote, ça a démarré en 2017, mais aujourd'hui, ça a atteint sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, nous sommes à environ 227 000 ménages qui bénéficient de ce programme-là. Et dans ces 227 000 ménages, il y a environ 822 000 qui sont des ménages en zone rurale et 105 000 qui sont des ménages en zone urbaine. Parce que très souvent, on a tendance à penser que tous les projets, bon, c'est peut-être à raison aussi, se font généralement en faveur des gens qui sont dans les zones urbaines plutôt que dans les zones rurales. Mais pour ce projet spécifiquement, l'accent a été mis vraiment sur les zones, exactement, sur les zones rurales. Je l'expliquais ici la dernière fois, il y a une méthode de sélection. Parce que l'une chose est d'aider des gens, mais sur la base de quoi on les aide, ou bien comment se fait cette aide, c'est la chose la plus importante. Et pour le cas des filets sociaux spécifiquement, ils se sont appuyés sur quelques indicateurs. Premièrement, il y a une enquête nationale sur le niveau des ménages qui a été faite en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse savoir exactement quelles sont les zones en Côte d'Ivoire qui sont des zones d'extrême pauvreté. Ça, c'est le premier point. Le second point, l'opportunité est donnée aux communautés elles-mêmes, entre elles, de voir qui parmi elles peut être considéré comme quelqu'un en situation d'extrême pauvreté, afin de bénéficier de ce programme-là, effectivement. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, pour ce programme qui a démarré en 2017 et qui est censé finir autour de 2025, on est à 120 milliards de financement. Comme je l'ai dit, c'est un financement conjoint entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Les perspectives, c'est aujourd'hui d'assister, au-delà de 122 000 ménages, d'assister à l'horizon 2030 à 300 000 ménages. D'assister 300 000 ménages, c'est l'objectif que le gouvernement s'est fixé. Comme je le disais la dernière fois, ce week-end, j'étais à l'intérieur du pays et comme ça, dans mes balades,
je suis tombé sur des bénéficiaires des projets filets sociaux. Et je cherchais à comprendre. Vous les avez rencontrés où? Je les ai rencontrés à Yamoussoukro. D'accord. Voilà, et dans des zones forcément défavorables, pas vraiment dans les zones les plus huppées de Yamoussoukro. Très bien. Et avec ces personnes-là, j'ai échangé et j'ai voulu quand même partager avec vous l'expérience que j'ai vécue. Donc, si la régie permet, on pourrait voir cette vidéo-là. Ah non? Ah ben je vois que c'est Tiken Jah qu'on met. Non, c'était pas... Tu vois la vidéo, ça se trouve, Tiken Jah bénéficie. Arrêtez, ça arrive Il n'en à est tout le monde. Ça arrive à tout le monde, arrêtez. Voilà, donc arrêtez. je pense que... Non, mais moi, mais- j'aimerais savoir... Oui, le temps qu'on prépare la vidéo. Voilà, chaque ménage reçoit environ combien? 36 000 chaque 36 000, trimestre, d'accord. sur 3 ans. Très bien. D'accord. C'est-à-dire quand vous êtes sélectionné, votre ménage, vous recevez 36 000 sur 3 ans. Très bien. Chaque trimestre, en fait. Chaque Allez. 3 mois, en fait. Chaque 3 mois, vous avez 36 000 et ça doit durer sur 3 ans. La vidéo. La bonne. Coucou, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Konaté Djenebou, une bénéficiaire du projet des filets sociaux. C'est avec grand plaisir, en tout cas, qu'elle m'a reçu dans son kiosque. Djenebou, tu peux dire quelque chose? Filets sociaux, ça aide les pauvres. Ça aide même. Je ne peux pas mentir. Depuis que j'ai commencé à faire cet argent, je remercie Dieu. Il m'occupe de ma famille, plus mon mari, plus de mon magasin. Les gens qui ne connaissent pas, quand ils n'ont qu'à chercher à savoir, ils n'ont qu'à rentrer dedans. Je suis en compagnie de tous les tatas, une des bénéficiaires du programme des projets filets sociaux. Touré, comment ça va? Et le projet filets sociaux, ça va? Ça va, Ça a pu t'aider? ça m'aide. En quoi c'est ça? Ça t'a permis de faire quoi? On fait tout. Fais ton commerce. Qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci à qui? Merci à vous. Voilà. Et en fait, j'ai eu 3 adresses. La troisième que j'ai malheureusement pas pu voir parce que j'ai pas pu avoir, du moins son téléphone ne passait pas. Mais on m'a donné l'information qu'elle était un peu dans l'onglerie. Oui, tout à fait. Franchement, il faut dire que ces 2 témoignages-là m'ont permis de comprendre que, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, les 36 000 qui peuvent être peut-être insignifiants, mais ces femmes-là m'ont montré qu'avec 36 000, on pouvait faire beaucoup de choses. Là, elle est détentrice d'un kiosque, c'est la première que vous avez vue, et elle arrive aujourd'hui à s'occuper de sa famille, de 2 enfants, avec son époux. L'autre, elle arrive avec le commerce qu'elle fait, le commerce de nourriture, à s'occuper de sa famille et de ses enfants. Donc j'ai compris quelque part que si ça peut paraître insignifiant pour nous, mais c'est quelque chose qui aide des ménages et qui leur permet de sortir de la précarité. Mais au bout de Élisée, par 3 contre, ans- moi, au bout de 3 je veux ans. savoir comment est-ce qu'on fait le suivi de vraiment l'utilisation de cet argent? Comment est-ce Voilà. qu'on s'assure que Ça, cet argent c'est est déjà vraiment c'est une investi? très belle question parce que justement, il ne s'agit pas juste de donner de l'argent et puis tourner le dos, Oui. les laisser se débrouiller. Non, il y a un programme qui est mis en place et il y a un suivi. Déjà, le projet pour lequel elles veulent souscrire, ce projet est étudié avec les services des filets sociaux et les services des filets sociaux leur apportent l'encadrement, même les épargnes, comment elles peuvent épargner, comment elles peuvent récupérer cet argent, comment elles peuvent le distribuer. Elles sont encadrées, elles ne sont pas suivies, abandonnées en à fait, elles. tout Mais elles ont au moins le libre choix de disposer de leur argent comme elles l'entendent. Non, elles ont le libre choix, mais on D'accord. leur apporte juste l'assistance en fait, pour les aider à mieux gérer leur argent. Parce que là, vous êtes en train de parler d'investissement de cet argent. Là, on parle de 36 000 chaque 3 mois. Je ne Non, dis pas vous que c'est pouvez- insignifiant, hein, mais Oui, pour si vous investir avez avec décidé 36 000 chaque d'utiliser 3 mois, ça c'est un peu pour compliqué. subvenir Non, mais quand t'as ton à vos business. besoins immédiatement, c'est vous qui voyez, ou bien ne plus être dépendant des filets sociaux, c'est vous qui voyez aussi. Voilà. Élisée Boloubé, je vous promets que quand on sort d'ici, ma voiture est à votre disposition pour qu'on aille voir le gouvernement, pour leur dire, franchement, on a bien parlé de vous aujourd'hui à travers un projet. Voilà. Vous avez un peu, vraiment bravo. Bravo. Vraiment. Merci. Faut... Allez. Ça t'aurait dit le porte-parole du gouvernement, mais bon, je dis ça, je dis rien. Tiken Jah Fakoly sera sur notre plateau dans un très court instant. Merci de rester en notre compagnie, merci de Kevin qui regarder annonce la pub, là. le grand talk. Kevin, c'est à vous. Pub. Notre compagnie, merci de nous regarder. Bon, Kevin, vous avez des fans, hein, après que vous ayez réussi à jongler 3. Ah, Franchement, bah, voilà. écoutez. J'aurais pu demander, c'est juste parce que j'avais demandé 3. Oui, sinon tu m'aurais dit 100, j'aurais fait 100. Si tu veux, on peut partir, on essaie. Non, On va aller à 10. Donc, en fait, il a l'esprit de. Et d'ailleurs, on a calé sur le terrain. Donc, tout ne se passe pas comme ça dans la vie, mon cher Daouda. Oui, mais il a fait 3. Sans En tout cas. pression. Non, mais il a fait 3 quand même. Il a fait Et 3. puis, Quand même. nos téléspectateurs ont hâte de recevoir, en tout cas, d'être en compagnie de Tiken Jah. Donc, Voilà, c'est je pour ça. vais- Sinon, Va toi, jongler. Daouda, Sinon, j'aurais, toi-même. Isabelle, vous jouez au foot? Non, Non. Rien. Je sais pas, mais j'aime bien, mais je sais pas faire. Vous avez joué au rugby? C'est vous qui avez joué au rugby? Ouais. Très bien. Au rugby. Ouais, Rien. Mais c'était à l'école, hein. C'était à l'école, c'était très. Ouais,
très scolaire, quoi. Ouais, c'était pas professionnel. Ouais, non, c'était C'était très amateur. scolaire. Franchement, très scolaire. Et je me suis beaucoup ramassée. Très bien. Bon, je sais, vous l'attendez. Tikenja Fakoli sur le plateau du Grand Talk, mesdames et messieurs. C'est parti. Onigaya fama, onigaya fama, oh tata, ya fama, onigaya fama, ta, onigaya fama, tata, onigaya fama, oh tata. Ya fama, oka tata boa, kama son nefe. Oka neni, kama son nefe. Oka tata jebe, kawa kongeneye. Oka neni, kama son nefe. Oka tata jebe, kawa kongeneye. Mokanani, Bravo Tikenja. Bravo Tikenja, merci, installez-vous. C'était Tikenja Fakoli featuring Daouda Coulibaly. Mais en plus, on vous a vu dans le clip, il dit, il y avait l'expression du visage. Entre Ojenika, ça vous fait. Il maîtrise. Il maîtrise. Mais même moi, je maîtrise. Mais il faut reconnaître quand même que Tata, ça va au-delà d'Odjene, hein. C'est un chant que tout le monde aime en fait. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis souvent surpris quand on joue en Europe. Voilà. Après, il y a tout le monde qui vient demander qu'est-ce que tu dis dans la chanson. Elle est spéciale cette chanson. Quand tu la chantes, je sens que c'est quelque chose de très important pour toi. C'est ça. Et voilà, c'est une chanson qui est assez spéciale. Tikenja Fakoli, votre 11e album est sorti, il s'appelle Braquage de pouvoir. Tiens, fort, hein. on va tout de suite en parler. Braquage de pouvoir, mon Dieu. Lorsque vous écriviez le titre, il y a certainement quelqu'un de votre staff qui va vous dire Tiken, attention, là, c'est un peu fort quand même. Non, pas du tout, parce que c'est le style Tiken. Ouais. Voilà, moi je pense qu'il y a eu une bataille qui a été menée dans les années 90 pour la démocratie, c'est-à-dire pour que le peuple puisse prendre le pouvoir un peu, pour que le peuple puisse s'exprimer. Et puis 30 ans après, on a l'impression que ceux-mêmes qui ont été élus grâce à la démocratie piétinent la démocratie. 30 ans après, il y a le népotisme qui revient. Hein. Après le Togo, lorsque Eyadema se fait succéder par son fils, il y a le Gabon qui enchaîne. Et aujourd'hui, on a le Tchad. Et puis, il y a un braquage qui est en préparation en Guinée équatoriale, un autre braquage qui est en préparation au Cameroun. Et moi, je pense un peu qu'il faut vraiment penser à la mémoire de ceux qui sont tombés pour la démocratie. Donc, voilà, je considère que le pouvoir a été braqué aujourd'hui et que c'est vraiment dommage. Mais l'autre question qu'on a envie de se poser, avant de permettre à mes camarades sur le plateau d'intervenir, vous avez dit, vous évoquez ces situations-là dans vos chansons depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'être entendu? Visiblement, non. Non, moi, je pense que je suis attendu. Vous savez, le processus de démocratisation, le processus de libération d'un peuple est très, très long. Quand vous voyez un peu comment la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, vous verrez qu'il y a eu une bataille de 150 ans. Voilà, si vous allez dans l'histoire des États-Unis, vous verrez qu'il y a eu toute une bataille, que ça a duré des siècles. Moi, je pense que les pays africains n'ont que 60 ans d'indépendance. C'est-à-dire que ça fait 60 ans qu'on a été libérés de l'esclavage et de la colonisation et qu'on est encore très jeunes. Et que le chemin sera encore long. Mais déjà, ce que je vois aujourd'hui, les jeunes Africains qui s'expriment, même si ce n'est pas toujours positif, mais quand je vois aujourd'hui l'énergie qu'il y a autour de l'Afrique, je me dis les choses sont en train de changer parce que notre combat a été renforcé par les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc voilà, moi je pense que les choses sont en train de changer, les peuples sont en train de se réveiller. Tiken Java a regardé une vidéo de vous et Élisée Boulougbe a une question relative à ce qu'il a entendu au cours de cette interview. Regardons l'interview. Qu'en est-il? Quel regard portez-vous sur les juntes militaires qui ont pris le pouvoir récemment dans certains pays en Afrique de l'Ouest et qui, pour le moment, s'éternisent au pouvoir? Je pense qu'il y a eu ce coup d'État parce que ceux qui ont été élus par la démocratie n'ont pas respecté les règles de la démocratie. C'est un peu une correction ou bien une... voilà. Mais en tout cas,
Moi, ce que j'ai dit, je suis allé en Guinée, j'ai dit au président de la Guinée qu'on souhaite qu'il organise les élections qui partent. Et puis, si le peuple réclame après, il pourrait venir. Et donc, j'ai dit la même chose au Mali, et c'est ce que j'ai dit à tous les militaires, parce que la place des militaires, c'est au front. La place des militaires, c'est dans les camps militaires, c'est pas au palais. Il faut laisser le pouvoir aux civils. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, ils sont là, il y a des problèmes à résoudre. Le Mali, par exemple, il y a un cas de guerre contre le terrorisme. On sait que ce n'est pas possible que les civils gagnent cette guerre. Au Burkina, c'est la même chose. Le Burkina est dans la même situation. Voilà, Tikenja, vous qui êtes le chantre de la démocratie, qui estimez que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Quand j'entends cette interview, je suis un peu estomaqué que Tikenja, qui est le chantre de la démocratie, puisse trouver des excuses à une prise de pouvoir par des juntes militaires. Non, ce n'est pas une excuse, c'est simplement un fait. Quand la France était oui, en mais guerre... le fait va en contradiction de la démocratie. Non, en fait, c'est une situation que je connais. J'ai vécu au Mali, enfin, je vis encore au Mali. Je sais que ce pays-là est en guerre, a été dirigé par des civils et il y a trop de corruption et dans l'armée, etc., parce que les civils encouragent ça. Et donc, je pense que ce n'est pas une contradiction, c'est simplement que ces pays-là sont en guerre. Quand la France était en guerre, Vichy a trahi la France et il a fallu un militaire pour galvaniser, pour mener la guerre. Donc moi je pense qu'on se trouve dans une situation au Mali aujourd'hui où aucun civil ne peut gagner cette guerre-là. Moi je vis là-bas, il y a un civil qui était au pouvoir et au moment où les enfants des gens se faisaient tuer au front, alors lui, son fils était sur le bateau à Ibiza avec les jeunes filles sur le bateau. Tout le monde a vu les images. Tikenja, ça c'était, vous évoquez la question, est-ce que c'était parce qu'il était civil ou c'est parce qu'il n'avait peut-être pas la responsabilité ou la conscience de la responsabilité? On a vu également des militaires qui étaient au pouvoir et pendant que les gens se faisaient tuer, eh bien, eux avaient des éléments qui faisaient autre chose. Pour dire, est-ce que c'est la condition de civil ou de militaire qui résout un problème? Non, moi je pense que c'est parce que ces pays-là sont dans une situation difficile, une situation qui ne peut pas être résolue par des civils. Je pense que la situation du Mali, un civil, on a vu comment les trucs montaient au temps de IBK, tout ça. Je ne dis pas qu'ils vont forcément avoir un résultat positif, mais je dis que ce sont les militaires qui sont en majorité au front et que c'est les militaires qui doivent gérer cette situation. Mais ce qui est important, il faut leur demander un calendrier, il faut leur demander jusqu'où et que nous disent leurs objectifs, les objectifs qu'ils veulent atteindre. Voilà, que ce ne soit pas définitif. Parce qu'en fin d'interview, on voit bien que vous dites que la place des militaires, ce n'est pas au palais. Oui, ce n'est pas au palais, sauf dans les cas d'exception comme ça. Très bien. Voilà. Oui, Tikenja, vous êtes auteur de titres forts, poignants. Vous n'êtes pas un partisan de la langue de bois. Hein. On l'a vu récemment, justement, sur TV5 Monde. Récemment, votre collègue chanteur Soumbil s'est plaint du fait de n'avoir pas eu de sponsor pour son concert qui se tiendra le 25 novembre prochain. Il a affirmé en fait que la cause résiderait dans le fait qu'il y ait des propos qui dérangent la classe politique. Est-ce que vous, à titre personnel, vous aviez subi une sorte de boycott du fait des thèmes abordés dans vos chansons? Oui, j'ai vu le même problème. C'est pourquoi je ne fais pas d'événements en Côte d'Ivoire. Moi, mon rêve, c'est de monter le plus grand festival de reggae d'Afrique ici, parce que nous sommes la deuxième capitale du reggae au monde après la Jamaïque. Les gens parlent de l'Angleterre, mais ce sont les Jamaïcains qui sont en Angleterre, voilà. Et donc, voilà, Alpha et moi, à l'international, on sait comment on est respecté. Donc, moi, je dis, je vis la même chose. Je vis la même chose, je n'ai pas de sponsor, j'ai envie de faire des grands trucs, mais dès qu'on entend Tikenja, non, lui, voilà. Donc, moi, je vis la même chose. Je crois que ce qu'il a dit, c'est une réalité. Et moi, je vis ça et ça ne m'étonne pas qu'il dise ça, hein, parce que la plupart des concerts que j'ai organisés en Côte d'Ivoire, je les ai tous financés moi-même. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai 54 ans, il faut quand même, il y a les enfants, il y a la famille, donc il faut préparer l'avenir. Je ne peux plus me permettre de mettre de l'argent dans les organisations de concerts. Et j'ai commencé ça depuis très longtemps, depuis... à mes débuts à Korogo, à Bundiali, un peu partout, je faisais des concerts. Mais ce que Soumbil a dit, c'est une réalité. Quand vous êtes engagé, les sponsors vous fuient. Parce que les sponsors ont peur des politiques. Et donc, et vous vivez, vous êtes là, et puis bon. Et c'est devenu une règle, malheureusement. Moi, j'ai l'impression que la culture est prise en otage par les politiques en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique, parce que pour faire un gros événement, il faut faire copain-copain avec eux. Maintenant, il se trouve que moi, j'ai fait une musique qui s'appelle le reggae,
qui est depuis Bob Marley une musique contre-pouvoir. Le reggae n'a pas le droit de faire copain-copain avec les politiques. Même si on a de la famille, on peut faire la fraternité, tout ça, mais chacun doit mener son combat. Les politiques dirigent, manipulent quelquefois, et le reggae dénonce et essaie de détecter un peu, enfin, le mot me manque, de critiquer, d'expliquer au peuple. C'est-à-dire quand les politiques viennent dire quelque chose, s'il y a un piège dedans, alors c'est le reggae qui va faire une chanson pour expliquer un peu ça. Mais donc je pense que Bob Marley a fait ça. C'est ce que vous avez fait avec Braquage de pouvoir. Pardon ? C'est ce que vous avez fait avec Braquage de pouvoir. Ouais. Mais le titre est assez fort, donc moi j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce que vous appelez un braquage de pouvoir. Un braquage, qui est le braqueur? C'est les familles qui braquent le pouvoir. Vous savez, depuis 40 ans... C'est des familles? Oui, le pouvoir est braqué par les Yadema au Togo. Le pouvoir est braqué depuis 40 ans, plus de 40 ans au Gabon par la famille Bongo. Le pouvoir est braqué aujourd'hui au Tchad par le fils d'Idriss Déby qui vient de tuer 60 personnes, 60 jeunes qui sont sortis pour manifester, pour demander un calendrier. Et donc, moi, je pense que c'est carrément du braquage, quoi. Ils braquent le pouvoir, ils gardent le pouvoir en famille, et puis c'est en train de donner des idées dans d'autres pays. Donc, moi, j'ai peur que le peuple ne perde le pouvoir qu'il a acquis grâce au combat de 90 à 2000. Mais finalement, en Afrique, est-ce que vous pensez, au vu de la situation qu'on remarque dans différents pays africains, est-ce que vous pensez que la démocratie est véritablement ce qu'il faut appliquer à tous nos pays? Je pense que la démocratie, on peut la critiquer, mais on n'a rien eu de mieux dans les systèmes de... Voilà, il y a rien. Si quelqu'un a une autre proposition qui est mieux, qui donne la parole au peuple, qui donne un peu de pouvoir au peuple, on peut proposer ça. Mais je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui critiquent effectivement cette démocratie parce qu'on estime qu'elle n'est pas adaptée à l'Afrique. Mais je pense que c'est aux Africains de trouver un système qui, quand même, laisse la parole, laisse la possibilité au peuple de s'exprimer, mais qui est un peu à la sauce africaine, je ne sais pas. Mais pour le moment, moi, je pense qu'il n'y a pas de système de gouvernance de mieux que... comment on appelle, la démocratie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous vivez au Mali, vous êtes un artiste engagé. Quelle est votre contribution dans la crise aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Quelle est votre lecture en fait de la situation? Moi, je trouve que c'est une situation qui me met en fait mal à l'aise. Et j'ai essayé, étant au Mali, d'aller rencontrer les gens pour essayer de négocier. Les gens, c'est-à-dire même les dirigeants maliens. Voilà, j'ai essayé même d'avoir un rendez-vous, tout ça, mais bon, ça n'a pas été possible. Et c'est après ça que j'ai fait une vidéo pour m'adresser au peuple malien. J'ai fait cette vidéo en Bambara, peut-être que vous n'avez pas vu, mais j'ai fait exprès en Bambara pour que tous les Maliens puissent comprendre un peu ma position. C'est quoi la substance de votre message dans cette vidéo? Je dis dans la vidéo que je considère que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est comme mon père et ma mère, et qui sont en palabre aujourd'hui. Normalement, je ne devais pas parler, je ne devais rien dire puisque je suis l'enfant, je n'ai pas le droit de parler, mais quand ça arrive à la police, il faut parler, sinon s'il y a divorce, on peut regretter. Moi, j'ai comparé la police aux Nations Unies. Voilà. Sinon, avant que ça arrive aux Nations Unies, j'ai fait une vidéo pour dire que je ne peux rien dire. Et là, j'ai expliqué que le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. On a une histoire commune, le nord de la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà, c'est vraiment la même famille. La famille de Tcheba à Sikasso et la famille Gonkoulibaly à Korogo ont une histoire, etc. Et donc, je dis que c'était une situation qui met tout le monde mal à l'aise et que je souhaite que ces soldats soient libérés. Mais je peux vous l'affirmer, je pense que beaucoup de Maliens aujourd'hui souhaitent que ces soldats ivoiriens reviennent à la maison. Parce que les Maliens aiment beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a beaucoup de gars sur les réseaux sociaux qui allument le feu, des gens qui sont proches des militaires qui allument le feu. Mais la majorité des Maliens voudraient aujourd'hui que ces soldats soient libérés. Il y a d'ailleurs des grands marabouts qui ont intervenu officiellement. Ils ont d'abord intervenu auprès du président malien et après ils ont fait des vidéos, ils en ont parlé pendant les prêches et tout. Moi, je souhaite que cette situation soit résolue très rapidement pour éviter que les deux populations ne soient en conflit. On va aller à la pub. On va revenir, on va écouter un extrait de Braquage de pouvoir, certainement. Oui, c'est dans ma gorge. Voilà, donc Rihanna avait une question dans sa gorge. Mais avant vous, Daouda a une question lui-même plus que dans sa gorge. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élysée Bolougbe, de Sa Majesté Daouda, de Rayana Assi et bien sûr de Kevin Aubin et bien sûr de la magnifique Isabelle Vauvor. Sur notre plateau, nous avons Monsieur Tikenja Fakoli, s'il vous plaît. Merci. Alors, Daouda, votre question pour Tiken? Non, moi, ma question est simple. Je pense que Tiken a fait le tour de la sous-région ouest africaine et de l'Afrique tout entière. On va revenir un peu en Côte d'Ivoire ici. Quel est votre ressenti sur la Côte d'Ivoire depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara aujourd'hui? Moi, je pense que depuis la mort de Houphouët-Boigny, on était dans une tempête. Turbulence tous les jours. Ça tire là-bas, il va y avoir coup d'État, machin. Aujourd'hui, je retrouve un pays, moi qui vis à l'extérieur, hein, maintenant on peut me contredire, je retrouve un pays debout. Je retrouve un pays fort, stable. Et parce que les gens parlent de routes, c'est vrai, il y a beaucoup de routes, beaucoup de ponts en construction, tout ça. Mais moi, le plus grand trésor, c'est la stabilité. Le fait qu'on a stabilisé ce pays-là et que le matin, on peut se lever pour aller au boulot tranquillement et qu'il n'y a pas de turbulences et que aujourd'hui, on a des rencontres Gbagbo, Bédié, Ouattara. Et, tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Maintenant, il y a des injustices, il y a des inégalités que nous dénonçons dans nos chansons et que nous allons continuer à dénoncer. Et quelles sont ces inégalités-là aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a des calculs politiques, des injustices. Il y a des injustices sûrement parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vois des gens qui se plaignent et donc je dois les entendre. Et donc je pense que, évidemment, tout le monde ne peut pas être content. Mais sur les trois grands, vous avez interpellé à ce qu'ils ne se présentent pas aux élections présidentielles. Oui, si les trois grands se présentent, pour moi... Ce serait un braquage? Carrément, mais c'est déjà un braquage. C'est les trois qui braquent depuis des années, ils sont là. Depuis des années, c'est les trois qui braquent, c'est à cause d'eux, on se bat. Tu vois, si les trois se présentent, moi je vais être très déçu parce que vous savez, il y a eu 3000 morts. Y a-t-il un monument construit à la mémoire de ces 3000 morts en Côte d'Ivoire? Non. Y a-t-il une journée nationale en hommage à ces 3000 morts? Non. C'est comme on a mangé ces 3000 morts. C'est comme si c'est derrière nous. Quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez l'impression que ce pays n'a pas connu de turbulence, qu'il n'y a rien eu ici, qu'il n'y a pas eu de mort. Mais il y a la journée nationale de la paix hier, ils étaient à Diokoué. Il y a une commémoration. Oui, il y a eu Diokoué, mais moi je pense qu'il faut un monument. Et moi j'aimerais que ces trois inaugure ce monument-là. Voilà, c'est-à-dire après la Coupe d'Afrique, le monument est prêt, ils viennent nous inaugurer le monument et puis ils nous montrent leurs dauphins. Parce qu'il faut qu'eux-mêmes ils soient là pendant que leurs dauphins dirigent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent comme Houphouët. Dès que Houphouët est parti, les choses n'étaient pas très claires, peut-être claires par la Constitution, mais en tout cas, on est rentré dans les embrouilles jusqu'à maintenant. Donc, moi, mais aujourd'hui, il y a une vice-présidence, donc c'est un peu comme si on partait en ticket aux élections, parce qu'une fois que le président est est élu, il peut nommer son vice-président. Oui. Donc il n'y a plus de ce vide-là qui pourrait y avoir. Oui, il n'y a plus ce vide-là, mais vous savez, il y a beaucoup de cœurs qui sont constipés dans ce pays. Hein. Très bien. Voilà. Tikenja, question, vous me répondrez par bon, très bon, pas bon. Vos rapports avec Alassane Ouattara? Je dirais bon. Bon, ouais. Laurent Gbagbo? Je dirais bon pour tout le monde, sauf qu'on n'est pas... On ne s'appelle pas, on ne se voit pas tous les jours, on ne se fréquente pas forcément, mais je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Moi, je suis un artiste qui a chanté sous tous les régimes, et même les régimes futurs, le rôle du reggae sera de continuer à éveiller les consciences. Sous le régime Gbagbo, vous avez été très incisif, non. Mais sous le régime Ouattara, vous n'avez pas été très incisif par contre. Non, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas suivi ma carrière depuis 2010. Non, si. Ah non. Est-ce que vous connaissez le morceau? On avait toujours dénoncé ça. On avait vous connaissez ça? Oui, je connais. Vous connaissez ce morceau? Est-ce que vous avez des journaux, vous avez vu des journaux du RDR ou bien du RHTP qui m'ont traité de maudit, qui ont été censurés par l'organe de... Voilà, donc le problème c'est qu'il y a des gens qui m'ont classé depuis longtemps. Ils ont dit non, lui c'est un rebelle, lui c'est un ceci, alors qu'ils ont gouverné avec Soro Guillaume ici, tu vois non? Alors que lui était le chef des rebelles, moi qui suis un artiste qui était en exil, et je suis traité de rebelle, et on n'écoute plus mes chansons, on me classe. Et donc, il y a eu des chansons, il y a eu des interviews, il y a eu des sorties. Vous avez écouté Troisième Dose? Non, Daouda, je vous promets, il n'a pas écouté beaucoup de choses. Quand il affirme des choses... Vous avez écouté Troisième Dose? Donc, Brice, en gros, ce que j'ai dit, quand je parle, je mens, en fait. Oui. Non, mais vous avez dit quelque chose, il a apporté la contradiction. Donc, vous dites qu'il a été très incisif, il vous a prouvé. On ne va pas faire le débat. Non,
Mais écoutez, je ne veux pas chanter le pays va mal aujourd'hui parce que le contexte n'est pas, c'est pas le même contexte. Il y a les trois qui se voient. Et les Ivoiriens au marché, ils se parlent. C'est vrai donc que... vous estimez qu'aujourd'hui, ça va mieux qu'hier? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, je rentre dans un pays stable quand même. Je rentre dans un pays qui donne de l'espoir si les trois là nous libèrent en 2025. Parce que si les trois vont aux élections, il y aura un match retour. Et moi, ce que je réclame, c'est un match final avec les trois qui viennent inaugurer le monument consacré à la mémoire des victimes de la crise post-électorale. Tiken Jah Fakoly, merci beaucoup d'avoir sur notre plateau. Un petit extrait avant d'aller quand même au JT. Voilà, le braquage. C'est la voix musicien. Mais je peux vous rassurer que c'est des musiciens ivoiriens. En plus. Donc quand je vous dis que nous sommes la deuxième capitale du reggae, croyez-moi, parce que tous les clubs de reggae qu'il y a ici, la Paquet Place, c'est des choses qui ont été inspirées de la Jamaïque et c'est des trucs qui n'existent plus en Jamaïque. Et quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous avez 3 ou 4 clubs reggae. Donc le reggae est présent. Et nous, en Europe, je peux vous rassurer qu'on jaffoule partout où on va. Très bien, bravo Tiken Jah. On se retrouve derrière pour la suite et la fin de notre émission. À tout à l'heure. Merci Tiken. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes de retour dans la Miss Colonie. Nous sommes de retour dans la Miss Colonie. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Merci de nous regarder sur les bouquets Canassis du bouquet. Voilà. Merci. Le bouquet numéro 6, 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Merci d'être en notre compagnie. Deuxième interview pour notre rendez-vous. Nous sommes en compagnie du professeur Koné Thiémoman. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bon, on va tout de suite commencer par faire un peu de pédagogie. Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Vous voulez que nous fassions de la pédagogie? Très, très bien. Donc, une université virtuelle, nous avons d'abord université et puis ensuite virtuelle. Et j'ajouterai Côte d'Ivoire, je pense que c'est important. Très bien. Une université, c'est le lieu où on vient, c'est le temple du savoir. Donc, nous sommes un temple de savoir. Mais nous avons notre ADN qui est un peu différent de ce que nous connaissons. Puisque nous connaissons les amphithéâtres, nous connaissons les salles de TD. Mais dans notre cas, nous allons parler de virtualisation, de numérique, de classe virtuelle. Donc, notre support, c'est le numérique. Donc, c'est une université numérique. Et comme le support n'est pas physique, cette université devient de fait virtuelle. Et Côte d'Ivoire, parce que c'est une université qui est accessible partout où on se trouve, notamment dans toutes les villes et villages de Côte d'Ivoire où nous avons un accès à Internet. Cette université est accessible à partir de ces différents points. Oui, monsieur, enfin, pour un étudiant, parce que moi, j'ai été étudiant, mais j'étais en présentiel, je n'ai jamais eu à faire des cours à distance. Donc, pour un étudiant qui n'a pas d'aptitude intellectuelle très prononcée, qui a une faible capacité de rétention, même de compréhension, qui a surtout besoin qu'on lui explique les cours de façon fluide, est-ce que vous pensez qu'il puisse s'inscrire à l'université virtuelle et réussir son année? Je pense déjà que nous sommes dans un monde où aujourd'hui on voit l'usage qui est fait des smartphones. Je ne pense pas que tous ceux qui utilisent les smartphones ont eu à faire des études spécialement. Je pense même dans nos villages, ils arrivent à utiliser ce device pour faire beaucoup d'activités. C'est la même chose, c'est qu'on leur demande cette fois-ci de pouvoir étudier aussi avec ce device. Donc la formation à distance, c'est le fait que l'enseignant et l'étudiant ne sont pas dans un lieu unique en fait. Ils sont à distance. C'est ça qui apporte un peu la différence. Sinon, c'est toujours le même enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'usage des smartphones est quand même assez implanté dans la population. Donc les gens arrivent en tout cas, pour ce que nous avons comme étudiants actuellement, comme apprenants, ils arrivent très bien à accéder à la formation qu'on leur donne. Alors, professeur, de façon
façon caricaturale. Aujourd'hui, lorsqu'on s'inscrit à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller au niveau d'amphi. On a son ordinateur. Donc, on reçoit les cours via Internet, que ce soit par smartphone ou son ordinateur. On a l'occasion d'interagir également avec les professeurs, eux, qui utilisent le même canal, donc Internet, pour pouvoir communiquer. Globalement, c'est cela. Il n'y a pas d'amphi. Non, ça n'existe pas à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bon, quand on dit que ça n'existe pas, ça peut exister, mais c'est une affaire de pourcentage d'utilisation. Très bien. Parce que le présentiel n'est pas banni lorsqu'on passe dans le monde numérique ou dans le monde virtuel. Seulement que le monde virtuel donne toute sa place au présentiel. C'est-à-dire qu'on vient en présentiel quand c'est vraiment nécessaire. Dans une université virtuelle comme la nôtre, vous pouvez prendre tout ce qui est comme cours magistral, en fait tout ce qu'on peut prendre vraiment à distance, vous prenez ça à distance. Mais quand c'est nécessaire, par exemple pour les examens ou pour certaines expérimentations, effectivement, quand c'est nécessaire, vous pouvez être en présentiel. Quelqu'un m'a dit une fois, juste avant, il disait que lorsqu'on innovait, on résolvait un problème. Lorsque vous aviez l'idée de la mise en place de cette université virtuelle, vous avez certainement imaginé qu'elle pouvait avoir des avantages. Et c'était lesquels? Bon, d'abord, il faut que je rectifie, c'est le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a eu l'idée de créer cette université. Nous ne sommes que des animateurs de cette université, mais je peux répondre à la question en disant que c'est une université qui vient en complément des autres universités qui existent déjà pour aider à résoudre les problèmes structurels qui sont dans le secteur de l'enseignement supérieur, je dirais même du secteur de l'enseignement tout court. C'est d'abord augmenter les capacités d'accueil. Vous savez que le gouvernement a décidé depuis quelques années de l'école pour tous. Cela aussi a une conséquence, c'est qu'on voit arriver au niveau de l'enseignement supérieur chaque année de plus en plus de bacheliers. C'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts avec le programme de décentralisation où aujourd'hui chaque région commence à avoir son université, mais il faut savoir que le rythme de construction de nouvelles universités reste pour le moment plus faible que la croissance de la population estudiantine. Donc en plus de ce programme, l'État a voulu adjoindre le numérique pour qu'on puisse décloisonner en fait, les murs des amphis, c'est-à-dire augmenter les capacités d'accueil pour permettre d'abord au plus grand nombre de faire les études de leur choix et ensuite de pouvoir accéder à ces études beaucoup plus facilement, c'est-à-dire à partir du lieu de confort où ils se trouvent. Très bien. Daouda et Élisée. Merci, monsieur le professeur. En fait, moi, je voudrais aller sur un cas assez pratique pour avoir été plus ou moins partenaire avec votre école, puisque je suis secrétaire général de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. On a eu à travailler avec vos étudiants concernant les journées de blogging, justement. C'est ça. Et on a eu à discuter avec eux. Et quand on discute avec eux en offre, la problématique qui sort, c'est que généralement, vous avez une plateforme où il y a un système de tutorat. Et dans ce système de tutorat, souvent, il arrive que les étudiants posent des questions, mais les questions ne sont pas là. Ça revient à la question de Kevin, où comment est-ce que l'étudiant apprend si le tuteur n'est pas prompt à la réaction? Comment il intègre tous ses cours? Oui, effectivement, ça, c'était, je pense, au tout début. Et il faut dire aussi que c'est un modèle pédagogique qui a besoin d'être peut-être bien expliqué. Mais nous ne faisons pas que transposer le modèle d'enseignement que nous connaissons tous en ligne. Ce n'est pas vraiment de la formation en ligne, c'est vraiment la technopédagogie, c'est une autre manière en réalité d'enseigner. Et c'est vrai que cette manière n'est pas encore bien répandue, mais c'est cette manière qui va s'imposer. D'ailleurs, avec la Covid, on l'a vu, nous étions le modèle qui a été le plus résilient. Donc c'est un modèle asynchrone. Quand on dit asynchrone, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir étudier, même si l'enseignant n'est pas devant nous, même si le tuteur n'est pas synchronisé avec nous. Et cela nécessite quand même un temps d'adaptation au niveau des étudiants. Donc au démarrage, on avait quelques difficultés, mais depuis bientôt, nous sommes dans la deuxième année, nous avons instauré ce que nous avons appelé le semestre préparatoire. C'est-à-dire lorsque l'étudiant est accueilli en licence, normalement, il commence le semestre 1. Mais dans notre cas, nous avons trouvé nécessaire de mettre un semestre préparatoire qui dure environ 1 mois et demi ou plus 2 mois,
où l'étudiant apprend ce modèle pédagogique. À partir du moment où il est habitué à ce modèle pédagogique, ça se passe nettement mieux. Puisque c'est le mode asynchrone, justement, qui permet d'étudier quand on veut. Et ça, je pense que c'est ce modèle, en fait, qui pose problème lorsque on a des bacheliers qui viennent du lycée où ils étaient vraiment dans un mode où vraiment le professeur était là à tout moment, etc. Et ils viennent d'un modèle où le cours est d'abord réalisé, il est scénarisé, il est produit. Donc, c'est vraiment la technopédagogie qui est à la base de ce que nous faisons. Et c'est cette technopédagogie qui doit être bien comprise des apprenants. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Mais il y a une deuxième problématique. La deuxième problématique aujourd'hui, c'est la question des datas. Aujourd'hui, les mêmes étudiants, quand on discute avec eux, parce que personnellement, moi, je dépense pratiquement 30 000 francs de data pour le mois. Quand on sait la situation de vie chère, la situation que vivent certains parents, tous les cours sont faits en data, il faut télécharger les cours et autres. Est-ce que vous, à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, vous essayez d'avoir un partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile pour que vos étudiants puissent avoir accès à des datas plus facilement? Je ne vais pas évacuer la question des datas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est utilisateur d'Internet. Donc, on sait que les datas, c'est important pour être connecté. On est dans un monde de plus en plus connecté, il faut des datas. Évidemment, nous travaillons avec des opérateurs pour pouvoir amoindrir leurs coûts. Mais ce qui est important, à notre avis, ce n'est pas les datas. C'est ce qu'on a quand on a les datas. Ce n'est pas les datas en eux-mêmes qui sont un problème. Mais quand l'étudiant fait l'effort, ou bien quand son parent fait l'effort de lui donner des datas, qu'est-ce qu'il a au bout? C'est sur ça que nous travaillons plus. Puisque nous savons que de manière convergente, au fur et à mesure qu'on va avancer, les datas vont être accessibles, les débits vont augmenter, mais c'est les contenus. Donc, nous menons beaucoup plus la bataille des contenus. Et puis aussi, nous savons que l'université virtuelle nécessite certes des datas, mais ça permet de faire beaucoup d'économies. Le fait que le transport est réduit, la restauration aussi. Quand vous prenez ces coûts, qui sont des coûts maintenant auxquels on s'est habitué en fait, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de coûts, ces coûts reviennent nettement plus chers que payer quelques datas. Donc la problématique des datas, l'État fait déjà des efforts. Nous donnons des datas à nos étudiants, même si ce n'est pas en quantité suffisante, mais de plus en plus, vu le grand nombre qu'on a aussi d'étudiants, il est quand même important que les parents puissent compléter l'effort que l'État fait déjà en matière de data. Et que sinon, nous avons des partenariats avec des grands opérateurs, presque avec tous les opérateurs téléphoniques de la place qui nous accompagnent justement pour régler ces problèmes. Élisée? Ok, professeur, je suis bien intéressé de savoir comment est-ce qu'on intègre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première question. La seconde, 5 ans après, disons 7 ans après votre existence, quel est le résultat? Bien, comment on intègre notre université? D'abord, il faut rappeler que c'est une université publique. Donc, on accède à cette université comme dans les autres universités. Donc, nous avons ce qu'on va appeler les bacheliers qui sont orientés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est-à-dire les bacheliers font des choix de filières, des choix d'université et en fonction des critères d'accès aux différentes filières, ils sont orientés. Donc nous recevons nos étudiants comme les autres universités, seulement que chez nous, l'inscription va se faire de manière digitale. L'étudiant n'a pas à se déplacer physiquement, aller déposer un dossier physique à la scolarité. Il dépose ça dans la e-scolarité qui existe. Je vais rebondir sur la question d'Élisée pour faire mon André Bois sur cette question avant de revenir à la deuxième question d'Élisée. Est-ce que c'est dans la culture aujourd'hui des Ivoiriens d'inscrire leurs enfants ou d'avoir cette option de l'université virtuelle? Parce que ton enfant, il a eu le bac, il est à la maison, il s'inscrit en ligne, on dit qu'il est à l'université, il ne va jamais au cours, enfin on ne le voit jamais au cours. Est-ce que ça passe bien dans la mentalité des Ivoiriens aujourd'hui? Avant de revenir à la suite de la question, je vais compléter. Effectivement, en 2016, lorsqu'on commençait, c'était des questions qui avaient droit d'être posées puisqu'il n'y avait pas encore des acquis. C'était nouveau, c'était beaucoup plus de l'ordre des promesses. Mais je pense quand même qu'en 2019, on a eu la première proposition de licence qui est sortie. Donc déjà, ça montrait qu'on pouvait étudier à distance et avoir un bon diplôme. C'est un modèle qui commençait à être acquis?
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que 3 mois après, c'est-à-dire au mois de février, puisque la première promotion était sortie au mois de novembre 2019, au mois de février, on a fait même la une d'un magazine de La Place. On avait 88% d'étudiants qui ont eu la licence qui étaient déjà en situation de travail, qui étaient insérés. Donc ça signifie, et je pense que c'est un élément très important, c'est-à-dire c'est une université, c'est parce qu'ils sont bien formés qu'ils ont pu être insérés. Ensuite, je pense qu'il y a eu la Covid, où brusquement, on s'est rendu compte que la seule alternative était de pouvoir étudier à partir de la maison. Donc aujourd'hui, je pense que... tout ce que vous avez cité là participe à l'accélération de voilà, l'intégration donc des aujourd'hui, systèmes. il y a une bonne compréhension d'abord, et puis une bonne acceptation aussi de ce modèle. Très bien. Voilà. Et le second volet de ma question, les résultats 7 ans après l'existence. Bon, je pense que les résultats, c'est d'abord le nombre important d'étudiants que nous formons. Nous avons commencé environ avec 3 000 étudiants. Nous sommes à plus de 10 000 étudiants aujourd'hui. Donc, en termes de capacité d'accueil, je pense que c'est un acquis. Voilà. Ensuite, nous avons, au niveau des communautés, nous avons créé aujourd'hui beaucoup de communautés pour lutter contre l'isolement justement de ces étudiants. Et l'employabilité au bout, nous avons globalement un taux d'insertion sur toute la période de plus de 73%. Nous pensons que c'est des acquis très importants. Mais moi, je me pose la question quand même de savoir, en termes de modules de formation, on sait qu'à l'université traditionnelle, comme on l'a toujours connu, il y a des formations, par exemple, en biologie et tout ça, qui demandent une certaine pratique. Comment est-ce que vous palliez à cela à l'université virtuelle? Ou bien est-ce que vous avez une classification de modules bien définie? Je profite de votre question pour dire que l'université virtuelle est une université transversale. Nous avons une première mission où en interne, nous recevons des étudiants dans ce que nous appelons un démonstrateur. Là, nous formons nos étudiants dans l'écosystème du numérique. C'est-à-dire les étudiants que nous recevons en interne au niveau de l'université virtuelle sont formés au numérique, dans les différentes spécialités du numérique. Par contre, nous avons une autre mission très importante qui est celle d'accompagner justement les autres universités publiques qui existent pour que les formations justement qui sont dans ces universités soient aussi accessibles à distance comme ce que nous avons. Donc, dans ce cadre-là, tout le monde pourra maintenant faire les études de son choix. Parce qu'il y a d'autres qui veulent faire peut-être la philosophie, qui veulent faire la chimie. Mais ça, nous travaillons avec les enseignants des autres universités pour que ces formations-là viennent aussi dans le modèle technopédagogique que nous avons pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Moi, j'ai une question. Qu'en est-il en pratique? Comment ça se passe? J'arrive. C'est-à-dire, dans ces universités, vous voyez que ces universités sont déjà en présentiel, donc ont déjà des amphithéâtres, des laboratoires. Là, on va aller dans un modèle qu'on va appeler le mode hybride. C'est-à-dire, certains enseignements, comme les cours magistraux, vont se faire à distance pour donner justement toute la place. Et même au niveau des travaux pratiques, ça va permettre de réduire les heures de présence pour les travaux pratiques. Parce que tout ce qui est un peu théorie au niveau des TP, peut se faire déjà à distance, de telle sorte que quand l'étudiant vient dans le laboratoire, il ne vient que manipuler et non pour venir apprendre le nom des instruments, etc. Donc, ce projet-là aussi, c'est tout ça aussi l'université virtuelle. Oui, professeur, qu'en est-il des étudiants qui ont été orientés à l'université virtuelle, mais qui ne l'ont pas forcément désiré et qui se retrouvent sans vie sociale estudiantine parce qu'ils sont à la maison, ils n'ont pas d'amis, voilà. Comment ça se matérialise quand un étudiant vous dit « moi, j'ai plus envie d'être à l'université virtuelle, j'ai envie d'être en présentiel pour avoir une vie sociale estudiantine ». Bon, je pense qu'il y a 2 préoccupations. D'abord, vous dites qu'il n'a pas souhaité venir à l'université virtuelle et puis se retrouver à l'université virtuelle. Oui, parce que souvent, on est orienté, dans le public, on est orienté dans des universités. Alors justement, et ça, je pense que c'est une des raisons même de l'université virtuelle. Ça rejoint la réponse que je viens de donner. À partir du moment où les autres universités vont être dans ce modèle, au moins les gens pourront être en formation à distance, mais dans quelque chose qu'ils aiment en fait. Parce que le nœud du problème est là. C'est-à-dire, je vais faire peut-être la géographie. On me dit que je vais faire la géographie à distance. Pour moi, c'est toujours le même diplôme, donc il y a une acceptation déjà. Mais il se trouve que le manque de capacité d'accueil justement dans les autres universités fait que l'État ne peut pas... déjà, il y a un problème de sureffectif dans les amphithéâtres. Donc, vous voyez que les bacheliers vont se retrouver souvent à être orientés dans une filière, en fait, dans leur 2e ou 3e choix, puisque
bacheliers choisissent quand même. Mais quand vous êtes nombreux à choisir, c'est la sélection en fonction des capacités. Tout le monde ne peut pas. Donc, on va aller dans votre deuxième choix ou troisième choix. Et très souvent, les troisième et deuxième choix ne sont pas ce que l'étudiant veut. Donc, il faut que l'étudiant ait choisi par exemple l'informatique. L'informatique n'est pas développée dans les autres universités. Donc, il va se retrouver être orienté à l'UVCI en informatique, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il voulait. Bon, là, déjà, vous voyez, il y a une petite démotivation. Et c'est des problèmes que nous gérons de plusieurs manières. Comme je l'ai dit, il y a d'abord le semestre préparatoire, mais il y a ce que nous appelons aujourd'hui les communautés. C'est-à-dire aujourd'hui, nous appuyons sur les premiers étudiants que nous avons. Nous avons 32 communautés en Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit l'endroit où se trouve le nouveau bachelier, il rentre en contact avec ses camarades étudiants qui sont certainement plus avancés. Et là, il est socialisé. Virtuellement? Non. C'est-à-dire, le virtuel, c'est peut-être qu'ils vont avoir des groupes au niveau des réseaux sociaux, mais ils vont faire des activités. Nous participons à l'OASU, donc nous avons des équipes. Donc ils se rencontrent forcément. Voilà, il y a des activités sportives. Aussi, oui. Voilà, c'est-à-dire, si vous voyez, c'est l'outil, la manière de transmettre le savoir qui change. Sinon, nos étudiants ont droit aussi aux autres universitaires, ils ont des cartes de bus, ils peuvent aller dans les restaurants des autres universités. Les examens se font aussi d'ailleurs dans les autres universités. Donc, c'est la manière d'enseigner, comme je dis, la technopédagogie qui nous différencie un peu des autres universités. Sinon, c'est les mêmes enseignants. C'est pas des sous-étudiants. Mais professeur, aujourd'hui, vous parlez de problématiques. Moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, quels sont les défis réels auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, 7 ans après? Les défis, moi, je pense que c'est le défi de monter en puissance. C'est-à-dire, dans le démonstrateur que nous avons mis en place, tous les indicateurs sont ouverts, à mon avis, puisque le rôle qu'on demande aujourd'hui aux universités, c'est de traiter la question de l'employabilité. Et en matière d'employabilité, nous avons, dans le modèle technopédagogique qui a été mis en place, l'employabilité occupe une place de choix au même titre que la formation et la recherche. Donc aujourd'hui, nos étudiants sont entraînés à créer des entreprises et nous en avons créé une 50aine déjà. Et ce qui est intéressant, ces étudiants ne sont pas qu'à Abidjan. Nous avons la communauté de Dalwa qui a 4 projets, 4 comme on appelle SAE qui tournent déjà. Nous en avons à Korogo, à San Pedro. Donc aujourd'hui, je pense que c'est comment monter en puissance. Nous avons déjà des Fab Labs, nous avons des incubateurs. Il faut qu'on puisse avoir maintenant des accélérateurs pour que ces jeunes startups qui commencent avec un capital un peu plus réduit puissent monter en puissance et que nous puissions aussi avoir des antennes physiques, n'est-ce pas, déconcentrer un peu dans ces 32 communautés que nous avons. Je pense que c'est à ce niveau que le défi se trouve. Mais c'est un défi beaucoup plus financier que... Isabelle, elle a une question depuis 5 minutes. Oui, non, mais en fait, je pense que tout le monde a plus ou moins disséqué la question que je voulais poser, mais j'aimerais quand même savoir, au niveau du ratio, en fait, genre, combien de femmes ou d'hommes en fait, sont intéressés par l'université virtuelle. Et une fois qu'on a fini d'identifier donc, tous ces défis, quelles sont les perspectives? Comment est-ce qu'on va arriver en fait, à pouvoir relever tout ça? Bon, au niveau du genre, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est environ 43% de jeunes filles contre 57%. Mais il faut dire que c'est un taux qui est quand même croissant. Au début, c'était 35%. Au niveau des jeunes filles, aujourd'hui, nous sommes à 43%. Parce qu'il faut dire que ce modèle est beaucoup confortable pour les jeunes étudiantes puisqu'elles peuvent rester dans le confort familial et pouvoir suivre des cours, moins de tracasseries. Donc aujourd'hui, on sent que le taux est en nette progression au niveau... Il y a un équilibre qui est en train de s'installer et surtout au niveau des jeunes filles dans le domaine scientifique puisque l'université virtuelle ouvre aussi l'accès aux bacheliers non scientifiques à une formation, puisque l'informatique et les sciences du numérique, ce que nous faisons, se trouve dans le domaine des sciences et technologies. Donc nous permettons aujourd'hui aussi d'avoir plus de jeunes filles dans les métiers du numérique. Très bien. Je voulais revenir, pardon Kevin, je vais revenir à la question de Daouda tout à l'heure qui parlait de défis. Est-ce que vous êtes confronté aux mêmes problématiques, par exemple, que les universités physiques? Est-ce que, par exemple, pour les professeurs, est-ce que vous avez les professeurs qu'il faut? Est-ce qu'ils ont la réactivité qu'il faut? Est-ce qu'ils sont présents pour pouvoir répondre aux questions des étudiants? Est-ce que vous avez ce genre de difficultés-là, professeur? Bon, nous sommes en réalité la solution aux défis qui se posent aux autres universités. Comme je l'ai dit, il y a le défi du sureffectif. Nous, le cours qui est fait pour 100 personnes peut être suivi par 1000, par 10 000, donc on n'a pas cette difficulté.
il y a aussi le manque criard souvent d'enseignants, surtout dans les domaines mathématiques, physiques, etc. Mais dans le modèle techno-pédagogique, plus le cours est produit, une fois que le cours est produit, en fait, un enseignant peut enseigner plus, alors que dans le modèle classique, la capacité d'accueil fait qu'on est obligé d'avoir plus on a d'étudiants, plus on doit avoir d'enseignants. Mais dans notre cas, c'est plutôt la qualité et non la quantité qui est recherchée. Donc aujourd'hui, je peux dire, nous avons pour près de plus de 10 000 étudiants, nous avons 62 enseignants. Vous voyez, le ratio est vite fait. Pour plus de 10 000 étudiants, le personnel enseignant, c'est 62. Voilà. Donc, ce défi est relevé. Et il y a le grand défi de l'employabilité, je pense que c'est très important, qui est aussi relevé, puisque le modèle pédagogique qui permet de ne pas être tout le temps entre 4 murs pour apprendre, vous permet d'être en situation d'apprentissage ou de création d'entreprise ou même en stage, tout en suivant votre formation. Donc nous avons en plus même des bacheliers qui sont les plus nombreux. Mais aujourd'hui, l'université virtuelle donne la possibilité, soit à des instituteurs qui sont à l'intérieur du pays, à des enseignants qui ont leur métier et qui sont inscrits, soit en licence ou en master, et qui font leur formation. Ils sont diplômés, ils avancent. Mais professeur, un cas pratique sur la question de Brice. On sait que par exemple, les professeurs qui sont, les enseignants qui sont à l'université publique aiment bien par exemple avoir des gombos au privé. Je veux dire, moi j'ai été enseignée par des enseignants qui étaient aussi à l'université. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que vous suivez vraiment la présence de ces enseignants en ligne? Parce qu'il suffit qu'ils ne se connectent pas et c'est des milliers d'étudiants qui n'en bénéficient pas. Votre question me permet de revenir encore sur le modèle. Je dis que c'est un modèle asynchrone. C'est vrai que c'est un modèle qui n'a pas... En fait, c'est une innovation, c'est qui nous positionne aujourd'hui, en tout cas dans le secteur, sur le plan international. C'est un modèle asynchrone. Et comme il est asynchrone, le cours est produit. Un peu comme le cours est... C'est la manière de faire. On ne vient pas comme dans une... On vient au tableau puis on fait le cours. Non. Oui. L'enseignant d'abord va faire ce qu'on va appeler une courte vidéo pour se présenter les objectifs, le syllabus, il va le présenter dans une courte vidéo. Il va scénariser son cours, vous voyez, le cours est scénarisé. Et quand il est scénarisé, il est produit comme, je peux dire, à la télévision, il produit. En fait. Voilà, c'est comme si une université classique peut être, pour imaginer un peu, comparer à un roman. Et nous, on passe du roman à un film. D'accord, ok. Donc, quand le film est produit... Et donc, on ne peut pas interagir, en fait. Voilà, c'est asynchrone. Et c'est là l'intérêt, c'est à ce qu'il faut apprendre. Là, par exemple, professeur, on voyait... Voilà. Donc, le modèle est asynchrone, parce que l'université est ouverte 24 heures sur 24. Donc, vous connectez à la demande, en fait. Donc, le cours aussi est fait en fonction, parce que l'enseignant sait qu'il fait un cours pour quelqu'un qui n'est pas en interaction avec lui. C'est ça, et ça, il y a un apprentissage vraiment. Les enseignants, pour produire un cours qui fait 3 heures dans un amphithéâtre ordinaire, est ramené à 15 minutes chez nous. Donc, vous voyez, pour passer de 2 heures de cours à 15 minutes, il y a tout un travail de scénario. L'enseignant peut passer au départ peut-être 1 à 2 semaines pour produire ce cours. Et quand le cours est bien produit, c'est vraiment comme un bon film. Quand vous regardez seul, vous comprenez tout en réalité. Voilà, comme cette image-là, justement, j'ai retrouvé l'image. Donc là, on a l'enseignant qui enregistre le cours et puis il a la possibilité de le voir. C'est ça la technopédagogie. Tel un présentateur de télé. Exactement. Et ce présentateur de télé vous dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Professeur Koné, je rappelle, vous êtes directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Merci à tous. Merci à vous. Restez sur place, professeur. Merci. Restez avec nous. Restez avec nous. Vous deviez aller... virtuellement pour... Mon anniversaire est ouverte 24 heures sur 24. Donc, voilà, vous travaillez. Merci beaucoup, professeur. Merci Isabelle. Merci Kevin. Merci à Élisée Bolougbe. Merci à Daouda. Merci. Merci Rayana. Merci à toutes les équipes techniques éditoriales. Tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Merci Brice. Sur Live TV. Merci à vous. Merci. À demain sur ce même plateau. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.